Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre ce matin des auditions sur le projet de loi de réforme pénale dont l'examen est prévu devant le Parlement en juin. Alors ce texte prévoit la suppression des peines planchers et la création d'une peine de probation exécutée en milieu ouvert. Ces mesures doivent permettre de limiter la surpopulation carcérale et de lutter contre la récidive. Avec 68 850 personnes incarcérées, le nombre de détenus a atteint un nouveau record au 1er avril. C'est une augmentation de 38% en 10 ans. Ce que rappelle Robert Badinter dans l'audition que vous allez pouvoir entendre. L'ancien garde des Sceaux qui a par ailleurs plaidé contre les peines planchers qui renforcent, selon lui, la surpopulation carcérale. Je vous propose donc d'écouter Jean-Marie Delarue, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, puis Robert Badinter, ancien sénateur et ancien garde des Sceaux. Je voudrais dire que, naturellement, mon rôle à l'égard de ce projet de loi est limité puisque il porte essentiellement sur des choses qui vont se passer hors des lieux d'enfermement et je suis naturellement radicalement incompétent sur le milieu ouvert. En revanche, je voudrais m'interroger sur les liens que peuvent avoir ces dispositions qui vous sont présentées avec le milieu fermé. Et à cet égard, je voudrais partir d'un postulat très simple. Il y a un lien entre les conditions de détention et la récidive. Et ce lien se décline en quelque sorte en deux axiomes. Le premier, c'est que je crois qu'une bonne prise en charge au sein de la prison facilite l'insertion et par conséquent écarte les personnes condamnées de la récidive. Et corollairement, je crois que de mauvaises conditions d'existence en détention, celles qui méconnaissent la dignité des personnes, facilitent la récidive. Ceci est un postulat, rien ne vient le démontrer aisément, sauf certaines études anglo-saxonnes qui l'ont à peu près montré, mais en tout cas en France, rien ne peut le dire. Mais c'est ma conviction profonde, et c'est celle qui repose en tout cas sur... c'est celle qui est l'inspiration des textes qui sont à la source du contrôle général. Et voilà pourquoi, sans doute, je suis ici présent. J'avais en effet indiqué devant la conférence du consensus qui a précédé ce projet de loi en février 2013 que si aucune disposition de ce projet n'aboutissait à modifier la vie en prison, ce projet raterait en partie son but. En d'autres termes, ce dont les détenus se plaignent, ce n'est pas, sauf exception, du principe de leur peine, et même en général de son quantum, sauf les longues peines, mais de leurs conditions d'existence et de l'irréalité des aides qui leur sont proposées à la sortie. Et c'est au regard de ces propositions de départ que je voudrais développer trois points très rapidement, quelques éléments généraux de contexte, d'autre part commenter ce qui se trouve dans ce projet et commenter enfin ce qui ne s'y trouve pas. Le contexte, je voudrais dire ceci d'abord, que la politique pénale consiste évidemment à définir premièrement des incriminations, deuxièmement les sanctions qui leur sont applicables et les procédures par lesquelles ces sanctions vont être prises, et enfin les modalités d'exécution de ces sanctions. Je voudrais rappeler aussi que la loi se répartit très inégalement entre ces trois secteurs, si je puis dire. Elle est surabondante, mais à bon droit, naturellement, en vertu de la Constitution, sur les deux premiers objets, les incriminations et ce qui concerne la sanction et ses procédures. Elle est très peu diserte sur les modalités d'exécution de ces sanctions. Quand on regarde les volumes du Code de procédure pénale, quand on regarde, il y a 100 spécialistes de procédure pénale dans ce pays. Il y en a 3 ou 4 sur l'exécution de la peine. Et naturellement, les choses sont en train d'évoluer. Je veux saluer ici l'effort qu'a fait cette Assemblée en matière, au moment de la loi pénitentiaire. Je voudrais appeler aussi l'attention de cette Assemblée sur l'intérêt de la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle le Conseil constitutionnel a répondu pas plus tard que vendredi dernier, 25 avril, dans lequel il a expliqué que, s'agissant de la mise en œuvre des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, il revenait au législateur de les préciser. Mais reste que la loi est encore peu bavarde sur les modalités d'exécution des peines.
Je voudrais rappeler aussi que nous sommes, je n'apprends rien à personne, pardonnez-le-moi, dans un état de surpopulation carcérale. Je voudrais dire que cette surpopulation est récente. 4 chiffres. En 1975, il y a 28 000 personnes écrouées au 1er janvier. En 1985, 10 ans plus tard, 45 000. En 1995, 10 ans plus tard, 53 000. En 2005, 59 000 et aujourd'hui 68 600. Les taux d'accroissement dans ces décennies de la population carcérale dont je viens de parler, de 75 à 85, c'est 60%, puisqu'on partait évidemment de quantités relativement modestes. De 85 à 95, c'est 17 et plus %. De 95 à 2005, 11%. De 2005 à aujourd'hui, 16% et davantage. Ce que je veux dire aussi, c'est que le taux d'incarcération, c'est-à-dire le rapport entre la population et le nombre de détenus, ou plutôt l'inverse, le nombre de détenus et la population d'ensemble, sur le très long terme, c'est-à-dire au fil des 19e, 20e siècles, n'a cessé de baisser. Et depuis une quinzaine d'années, ce taux remonte, et nous sommes revenus aujourd'hui à un taux d'incarcération qui était celui de la fin du 19e siècle. Le taux d'incarcération n'a pas cessé de baisser, sauf à la Libération, exception très notable, mais ça a été un bref instant et tout le monde en comprend les raisons. Mais nous sommes là, depuis une quinzaine d'années, revenus en arrière. Ce rythme rapide ne s'explique évidemment pas par les seuls effets de la délinquance, et je dis souvent, pardonnez-moi de me répéter devant vous, que cette évolution est le fruit de facteurs multiples, et c'est en agissant sur ces facteurs multiples qu'on interviendra sur ce domaine. Et ces facteurs, ce sont évidemment les auteurs d'infractions eux-mêmes, c'est évidemment la loi, ce sont les juges qui appliquent la loi, mais c'est aussi, de manière indirecte, ceux qui sont chargés d'exécuter les peines. Vous voyez mon postulat initial. Et c'est aussi l'environnement de l'auteur, et notamment ses liens familiaux. Le meilleur instrument de prévention de la récidive que je connaisse, c'est la famille. Ou pour dire les choses plaisamment à la manière d'un journaliste américain, c'est le 30e anniversaire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se calme un petit peu. Et on commet moins d'infractions à cet âge-là. Bon. C'est dire que nos instruments à nous, les instruments étatiques, ne remplissent pas tout à fait leur rôle, ou en tout cas n'occupent pas une place centrale dans le fait qu'une personne va quitter la délinquance. Par conséquent, si on veut prévenir la récidive, je crois qu'il faut agir sur tous ces facteurs, et pas seulement le système, le dispositif mis en place par l'État. Je voudrais aussi insister sur ce que je disais d'entrée, sur les conditions d'existence de la prison. Je crois qu'il n'y a pas de prison sans respect de la dignité. J'ai conscience qu'en employant ce terme, j'emploie un terme extrêmement galvaudé, d'usage abusif, intempestif. Je voudrais préciser, expérience faite, si on peut me permettre ceci, c'est-à-dire au bout de 6 ans d'investigation dans les établissements pénitentiaires, ce que c'est pour moi que la dignité. Elle se décline en trois volets très clairement individualisés. Le premier, c'est le respect de l'intégrité physique. Le second, c'est l'assurance de conditions matérielles qui sont en rapport avec les exigences de la personne. Et troisième élément, c'est la faculté de conserver des relations sociales. Si ces 3 éléments-là ne sont pas réunis, j'estime que la dignité n'est pas respectée. Et elle ne l'est pas bien souvent. Alors je voudrais en venir maintenant, après ces quelques préalables très généraux qu'on me pardonnera peut-être, à ce que dit la loi elle-même. Et je voudrais ici, avant de venir à certaines dispositions, je ne vais pas les commenter toutes pour la raison que j'ai dit aussi d'emblée, je vais d'abord essayer de revenir sur, au fond, quelques principes de cette loi. Je voudrais en dire 3. Les 2 premiers me paraissant positifs, le 3e me paraissant soulever quelques interrogations. Le premier principe qui me réjouit, c'est l'introduction claire dans la loi de la notion de peine restrictive de liberté. C'est une apparition qui passe un peu inaperçue, mais que je voudrais saluer et sur laquelle je voudrais insister. À côté du traditionnel, évidemment, peine privative de liberté, peine restrictive de liberté. Je crois que c'est une notion très intéressante.
Et par là, cette notion nous introduit à l'idée que la sanction pénale et par conséquent la sévérité ne sont pas nécessairement liées à la prison. C'est une idée importante. Ce n'est pas une nouveauté absolue, naturellement, dans notre droit pénal. C'est, pour prendre qu'un exemple, le travail d'intérêt général est bien restrictif de liberté, ça n'est pas une peine privative de liberté, c'est bien une sanction pénale. Mais c'est la première fois, à ma connaissance, que la loi distingue clairement cette notion. On pourrait d'ailleurs se demander si l'expression est bien exacte. En réalité, je crois qu'il s'agit plutôt d'une peine restrictive de droit que de peine restrictive de liberté. Mais peu importe. Je ne boude pas mon plaisir et je trouve que c'est une notion intéressante. Le deuxième principe que je voudrais saluer, qui se trouve plutôt à la fin du projet, c'est le principe de ce que la loi appelle, le projet appelle, le retour à la liberté contrôlée, suivie et progressif. Il s'agit du retour qui est contrôlé, suivi et progressif. Retour à la liberté contrôlée, suivie et progressif. Ça, c'est assez près de ma sphère de compétences. C'est une question évidemment intéressante. Depuis longtemps, je dis que la vérité de la prison, la vérité du système pénitentiaire, c'est-à-dire de son efficacité, réside moins dans le jour d'entrée du puni en prison que dans le jour de sa sortie. Eh bien, l'idée de ce retour progressif à la liberté m'intéresse. Parce qu'il y a des gens qui y sont plus ou moins bien préparés, il y a des gens qui y sont plus ou moins aidés. Chacun sait aujourd'hui, la ministre l'a indiqué abondamment, qu'il existe encore 80% de sorties sèches. Et par conséquent, l'idée d'un retour à la liberté suivi, et même progressif, me paraît tout à fait intéressant. Encore une fois, ça n'est pas tout à fait nouveau. La semi-liberté correspond exactement à cette affaire, la liberté conditionnelle aussi. Mais il me paraît là y avoir là aussi l'introduction d'un principe tout à fait intéressant. On pourrait d'ailleurs imaginer des variations beaucoup plus fortes que celles qui existent aujourd'hui dans le Code de procédure pénale sur ce thème-là. Il y a quelques hésitations qu'on peut avoir dans la déclinaison que fait la loi de ce principe. Moi, je regrette que ce retour progressif à l'activité se cantonne au fond à des formes déjà existantes dans le Code de procédure pénale, qu'elles sont pour les condamnés à une peine de plus de 5 ans la seule liberté conditionnelle, et pour les moins de 5 ans, si je puis dire, la liberté conditionnelle, la semi-liberté, etc., etc. Je crois qu'on aurait peut-être pu imaginer d'autres formules. Deuxièmement, je ne comprends pas bien pourquoi, s'agissant des plus de 5 ans, la loi dit que l'accès à la liberté conditionnelle est subordonné à l'accord de la personne détenue à l'octroi de cette liberté conditionnelle. Je trouve ça étrange s'agissant d'une sanction pénale, car c'est bien la forme de la sanction pénale qu'elle prend, qu'elle soit subordonnée à l'accord de la personne détenue. Je ne crois pas qu'on ait jusqu'à présent de précédent dans le Code de procédure pénale qui indique, ou plutôt dans le Code pénal, qui indique que la sanction pénale est subordonnée à l'accord d'intéressé, sauf cas très exceptionnels du type précisément travail d'intérêt général ou autre. Mais cette disposition me surprend un petit peu. Je crois aussi que je suis interrogatif sur la temporalité de ce retour progressif. On dit, comme vous l'avez bien saisi, qu'au bout de 2/3 d'exécution de la peine, il y a un rendez-vous obligatoire avec le JAP, et que la forme que doit prendre un éventuel élargissement, c'est-à-dire semi-liberté, etc., peut durer ou doit durer le temps qui reste à courir de l'exécution de la peine. Parmi ces possibilités, il y a notamment la semi-liberté et le bracelet électronique, comme on dit, c'est-à-dire le placement sous surveillance électronique. J'attire votre attention sur le fait que, tant en matière de semi-liberté qu'en matière de bracelet électronique, ce sont là des régimes extrêmement contraignants qui sont assez mal supportés au bout de quelques mois. Et pour tout dire, on estime raisonnable que ces formes de sanctions pénales ne doivent pas excéder 6 mois dans la plupart des cas. Si vous avez une peine de 3 ans, rendez-vous par conséquent au bout de 2 ans. Le JAP élargi, ça veut dire que vous aurez un bracelet électronique pendant une année entière. Je m'interroge sur cette durée. Sous ces réserves, je trouve que l'idée même, le principe que j'évoquais est intéressant. Le troisième principe que je voudrais évoquer, c'est le sens que peut avoir, dans le contexte qui est donné par le projet de loi, désormais,
la sanction de l'emprisonnement. Au fond, ce que je note avec évidemment intérêt, sans être capable d'en juger tous les aspects, l'apparition de la contrainte pénale. Ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on n'ait pas dit clairement la place que cette contrainte tenait par rapport aux autres sanctions pénales. Et il y a deux options possibles en réalité. La première, c'est de dire au fond, quelle que soit la gravité de l'infraction, si l'auteur est au fond, ou la personnalité de l'auteur est adaptée à la contrainte pénale, alors il faut lui donner cette contrainte. C'est ce que semble indiquer la loi lorsqu'elle dit dans le cas où la personne requiert un suivi socio-éducatif particulièrement développé. Ce ne sont pas ces termes exacts, mais ce sont presque ces termes. Donc elle semble pencher sur cette hypothèse. Mais il y a une deuxième hypothèse qui est de dire la contrainte pénale, c'est une sanction moins grave que la prison. Autrement dit, elle vient s'intercaler dans une sorte d'échelle progressive de sanctions pénales entre les alternatives à l'incarcération et l'incarcération elle-même. Et c'est ce que semble dire la loi par ailleurs elle-même, qui dit on ne peut punir d'une contrainte pénale que les personnes qui encourent un délit pour lequel la sanction encourue est 5 ans. Bon. Donc la loi hésite elle-même, si je puis dire, entre ces deux hypothèses. Je pense en réalité qu'elle est orientée vers la deuxième, vers la seconde, plus exactement. Et je pense par conséquent que dans l'esprit des auteurs de la loi, mais encore une fois, rien ne vient à l'appui sauf le texte de la loi lui-même, et je crois qu'il y a encore beaucoup trop d'ambiguïté sur ce point, la contrainte pénale devient en quelque sorte une dernière sanction avant la prison. Si j'insiste sur ce point, c'est qu'on a un peu la même chose s'agissant des mineurs. La sanction du centre éducatif fermé comporte exactement les mêmes ambiguïtés. Pour certains magistrats, elle est l'antichambre de la prison, donc la peine la plus grave avant la prison, mais pour d'autres, c'est une sorte d'avertissement solennel qu'on peut donner à des adolescents qui sont adaptés pour cela et qui sont susceptibles d'entendre. Et dans l'esprit de ces magistrats-là, il n'y aura pas de prison s'ils... Bon, voilà. Et je voudrais... Cette ambiguïté est génératrice un peu de désordre dans la publication des CEF. Et je voudrais bien mettre en garde sur ce qu'il advient si la deuxième hypothèse prévaut, c'est-à-dire l'idée que la contrainte pénale est en quelque sorte... Pardon de schématiser ma pensée, mais l'antichambre de la prison. Pourquoi ? Parce qu'on va transformer la prison en un lieu de rebut définitif qui va corrompre très profondément les conditions d'existence carcérale. Au fond, pour prendre une image, vous savez, c'est comme dans l'ancien temps. Il y avait une multitude de collèges, il y avait le collège brillant, il y avait les CET, etc. Et suivant l'affectation des élèves, eh bien, ils se comportaient plus ou moins bien, parce qu'ils savaient qu'ils étaient relégués au dernier rang de la classe, si je puis dire. Je parle des CET. Bon. Je crains que si ça n'est pas la première hypothèse qui prévaut, c'est-à-dire celle d'une peine adaptée à la personnalité, mais celle d'une peine qui se décide en fonction des effets plus ou moins graves qu'elle recèle, on aura une transformation des conditions carcérales. Je voudrais insister sur ce point, et je trouve que la loi mérite des éclaircissements sur ce point. Je ne fais pas grief à la garde des Sceaux de ne pas l'avoir fait, mais je crois qu'il serait nécessaire de lui demander des explications avant que cette loi ne soit votée. Peut-être que le législateur lui-même pourra trouver à éclaircir ce point-là. J'en viens à quelques dispositions plus particulières. Je n'insiste pas sur la disparition des peines minimales en cas de récidive qui ont été instituées par la loi du 10 août 2007. Je rappelle que cette loi a eu des effets, moins que prévu toutefois, puisque, selon une étude qui est parue en 2012, les peines minimums ont été appliquées dans 38% des cas éligibles. Autrement dit, dans les autres cas, le juge a opposé la motivation particulière. Ce qui est bien d'ailleurs la preuve que la loi pénale dépend strictement de l'application qu'en font les juges.
Donc la portée de cette loi n'a pas eu tous les effets qu'on prévoyait au départ. Il est néanmoins incontestable que, d'une part, elle a rempli quand même un peu pour sa part les prisons et que, d'autre part, elle pouvait en effet apparaître comme poser problème au regard du principe de non-individualisation, même si je n'ignore pas que le 9 août 2007, le Conseil constitutionnel avait donné son accord à cette loi. Deuxièmement, me paraît intéressant tout de même, et bien peu souligné d'ailleurs dans ce qu'on a dit de la loi, l'absence de révocation automatique du sursis simple. Je crois que c'est une faculté, en effet, qui vient d'ailleurs d'un rapport parlementaire, mais qui est intéressant à souligner dans cette loi, même si je rappelle qu'aujourd'hui, du moins il y a quelques années, en 2011, dernier chiffre dont j'ai disposé, 70% des peines d'emprisonnement prononcées étaient assorties du sursis. 70%, par conséquent, ça n'est pas un effet négligeable. Au total, sursis total, 60, un peu moins, 59%, et sursis partiel, un peu plus de 11%. L'absence d'automaticité de révocation du sursis me paraît être un assouplissement non négligeable de notre politique pénale. Je reviens d'un mot sur la contrainte pénale pour en discuter quelques éléments factuels. Je ne comprends pas bien le partage des rôles entre juridiction et JAP dans cette affaire. On dit que la juridiction peut accorder des mesures de contrainte provisoires en attendant que le JAP décide des mesures de contrainte définitives. Je me mets à la place de la personne intéressée. Ça va très bien si les mesures s'inscrivent dans une parfaite continuité. Si elles sont contradictoires d'un juge à l'autre, ce qui n'est pas à exclure, je plains la personne d'être soumis à quelques semaines d'intervalle à des objurgations, si je puis dire, de sens contraire, ou en tout cas de sens un peu différent. Qu'est-ce qu'on dirait si un juge donne une injonction de soins à titre provisoire et si le JAP y renonce par la suite, ou l'inverse? Bon. Moi, je suis plutôt, à la condition naturellement que les choses se décident très vite, pour confier au seul JAP, sur la base de l'étude de la personnalité qui sera faite par le SPIP, la définition des mesures obligatoires, peu importe. Je suis aussi un petit peu perplexe sur le manque d'imagination du législateur à tirer les obligations qui peuvent naître de la contrainte pénale de la simple énumération de celles qui existent déjà s'agissant du sursis avec mise à l'épreuve. On transporte purement et simplement les obligations. Moi, je me demande s'il n'y a pas une disposition plus large à prendre. Je sais bien que le Code de procédure pénale est d'interprétation stricte, mais rien n'interdit, me semble-t-il, d'ouvrir au juge la faculté de prendre toute disposition qui lui paraîtra adaptée à la fin qu'il poursuit et à la personnalité de la personne qui se trouve devant lui. Je suis aussi... la question est de savoir si le plafond qui existe pour un éventuel emprisonnement pour qu'il n'excède pas la durée de la peine encourue n'est pas absolument évident. Mais je n'insiste pas sur ce point et je voudrais en terminer là sur la contrainte pénale. Il y a un autre point simplement sur lequel je voudrais appeler votre attention parce qu'il me paraît important. Dans les autres dispositions figure un certain nombre de dispositions qui élargissent les pouvoirs de police, des services de police et de gendarmerie pour aller retrouver des personnes qui ne remplissent pas leurs obligations. Et à ce titre, on crée une retenue, une de plus, qui doit être limitée à 24 heures, mais qui permet à la police de mettre sous clé, pour l'interroger sur ce point, la personne qui ne remplit pas ses obligations. Bon. On prend soin de préciser, Dieu merci, qu'on lui donne un certain nombre de droits à cette personne, tirés notamment des articles 63.2 à 63.3, je crois, du Code de procédure pénale. Je regrette, mais il y a des protections de ce Code de procédure pénale qui figurent au 63.5 et 63.6 qui ne sont pas applicables, et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Notamment, le 63.5 indique qu'on ne peut pas pratiquer la fouille intégrale n'importe comment. Je ne vois pas pourquoi ça ne s'appliquerait pas à la personne ainsi retenue. Par conséquent, je souhaite que l'ensemble des garanties, sous réserve évidemment de celles qui ne sont pas applicables au cas d'espèce, mais l'ensemble des garanties valables pour la garde à vue soient applicables, transposées à la retenue. Voilà.
Je m'arrête là et je voudrais terminer sur un dernier point, Monsieur le Président, si je ne suis pas trop loin. Non, ça va. Sur ce qui ne figure pas dans le projet de loi. Alors, ce qui ne figure pas dans le projet de loi, pardon d'être un peu désordonné ici, ce sont différentes dispositions qui me paraissent intéressantes. La première, c'est que ce projet de loi parle d'abondance de l'évaluation de la personnalité à plusieurs reprises, et on donne à ce sujet au service pénitentiaire d'insertion et de probation un rôle éminent. Je voudrais quand même que la loi précise un tout petit peu plus, même je ne crois pas m'éloigner de l'objet de la loi, auquel je suis sensible. Je voudrais que la loi précise un petit peu plus ce que c'est que cette évaluation de la personnalité. Il y a des enjeux très importants là-dessus, je me permets de le dire. Je rappelle que nous avons introduit dans le Code de procédure pénale en 2005 l'idée de dangerosité qui a fait florès depuis, puisqu'elle a été reprise à un grand nombre de circonstances et d'occasions législatives. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut entendre par évaluation de la personnalité, à quoi s'intéresse-t-on précisément? La deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est la rétention de sûreté. Je ne vais pas m'étendre sur ce point, mais j'ai rendu un avis public au journal officiel, un avis du 6 février, qui figure au journal officiel du 25 février, dans lequel j'ai alerté les pouvoirs publics sur le risque d'inconstitutionnalité qu'il y a à pratiquer aujourd'hui la rétention de sûreté qui est actuellement pratiquée. Elle s'applique à des gens qui n'ont pas respecté les obligations de la surveillance de sûreté. Ces personnes qui sont astreintes à une surveillance de sûreté sont, pour aller vite, de grands criminels. Le fait de ne pas respecter ces obligations n'est pas un grand crime. Par conséquent, astreindre des personnes de cette nature, je renvoie ici à la disposition de l'article 706-53-19 du Code de procédure pénale, dernier alinéa, astreindre ces personnes à une rétention de sûreté, alors qu'au moment où ils ont été condamnés pour leur crime, cette rétention de sûreté n'existait pas, et alors que la faute qui leur est reprochée n'est pas de nature criminelle, manquer à une obligation d'un juge, ça n'est pas un crime, me pose problème. Et je reste persuadé que la Cour de Strasbourg, si elle était saisie, censurait ce dispositif, sur la base d'une jurisprudence qu'elle a déjà eue, notamment à propos des Basques espagnols en 2013. Je n'insiste pas sur ce point, tout ça est public. Troisième élément, la détention elle-même. Alors c'est là-dessus que je suis obligé de dire que la loi me déçoit énormément. Je ne cache pas les choses. Je crois que la prison est victime par nature d'une sorte de malédiction, puisque personne, au fond, ne sait ce qui s'y passe. Et je maintiens que les conditions carcérales font beaucoup pour la prévention de la récidive, ou l'encouragement, si je puis dire, à la récidive. Et en ce moment, on est bien entendu sur la deuxième hypothèse. Je voudrais simplement, pour terminer, parce que je ne veux pas allonger mon propos, évoquer trois domaines, mais je pourrais revenir sur les conditions carcérales, si vous voulez. Trois domaines qui me paraissent essentiels peut-être d'aborder. Le premier, c'est celui du travail en détention. Je rappelle que actuellement le travail est très peu encadré en détention, sauf par les dispositions de la loi pénitentiaire, mais dont je suis obligé d'avouer ici devant vous qu'elles me paraissent minimalistes. Je crois que j'ai eu l'occasion de vous le dire. Je sais bien sûr que le Conseil constitutionnel, l'année dernière, au printemps, a validé les dispositions législatives actuelles, mais a donné toute liberté aux législateurs sur ce point de renforcer l'encadrement qui prévaut aujourd'hui du travail en prison. Je crois que c'est une occasion qui nous est donnée de le faire. Le deuxième domaine, c'est celui de l'encellulement individuel. Nous sommes devant une échéance qui prend fin en novembre 2014, qui a été celle de la loi pénitentiaire, dont l'article 100 a prévu un sursis à l'encellulement individuel, condition naturellement de la surpopulation. J'ai publié sur ce point un avis au journal officiel du 23 avril, dans lequel je dis qu'on peut essayer d'évoluer sur cette question. Et le troisième domaine, c'est l'aménagement des peines. Et je suis un peu étonné que si la loi est relativement prodigue, Dieu merci, sur l'aménagement de peine en milieu ouvert, ou plutôt sur les possibilités d'aménagement de peine à partir du milieu fermé, je regrette qu'elle ne soit pas davantage diserte sur l'aménagement de peine de droit commun, c'est-à-dire celui qui est accordé sous forme de réduction de peine, etc. etc. Bon.
Je pense en particulier qu'il faudrait ouvrir l'aménagement de peine à des critères qui sont plus variés que ceux d'aujourd'hui. Je rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, le critère du travail est un élément décisif pour l'aménagement de peine. Je rappelle que la prison est capable d'offrir aujourd'hui du travail à peine plus d'un quart des détenus. Par conséquent, les 3/4 d'entre eux, pour aller vite, se trouvent privés ipso facto de tout aménagement de peine possible, ce qui est quand même paradoxal. Et je voudrais qu'on introduise, par exemple, dans l'aménagement des peines, les conditions de détention, dès lors évidemment qu'elles ont un effet très négatif sur la personnalité de l'individu. Il ne s'agit pas d'abandonner la personne. Bon. Je ne suis pas, comme on le sait, favorable au numerus clausus, mais je pense qu'on peut rattraper éventuellement ce qu'induit la surpopulation dans les motifs qui peuvent conduire à des aménagements. Je voudrais terminer sur pour être concret, parce que c'est ça aussi peut-être qu'on attend de moi, sur un exemple très très précis pour vous montrer que les choses ne sont pas vraiment très simples. Il s'agit d'un détenu qui a été placé en semi-liberté le 16 décembre dernier. Il a de la chance parce qu'il a 250 € en poche, ce détenu-là. C'est beaucoup plus que la moyenne de ce qu'ont en poche les détenus qui sortent. Il est à Nantes, affecté à Nantes en centre de semi-liberté. Et il est inscrit à une formation de poseur-monteur aménagement à Saint-Nazaire. Il s'est inscrit à Pôle emploi dès le jour de sa sortie de prison, le 16 décembre. Il n'y a pas de problème de logement puisqu'il est en centre de semi-liberté. Donc, à cet égard, il a beaucoup de chance. Il va de Nantes à Saint-Nazaire en train, on ne peut pas faire autrement. Il a demandé une carte de réduction pour travailleurs, on va aller vite, qu'on appelle la carte Acti, le 23 décembre, 6 jours après sa sortie, pour payer des billets avec 75% de réduction. Mais pour l'avoir, lui a-t-on dit, il faut attendre minimum 15 jours. Donc il paie le trajet à tarif plein, aller et retour, 17,80 €. Ensuite, soit pour les 2 semaines d'attente, 177 €. Il a dû acheter un téléphone avec une espèce de mobicard parce qu'il ne pouvait pas se payer un abonnement, 9 €. Il lui a fallu des photos d'identité pour sa carte Acti, 5 €. Et puis surtout, à midi, il faut qu'il se nourrisse quand même. Et il a donc déjeuné 6 fois pour 6 €, 54 €. Il a été au centre communal d'action sociale pour avoir une aide et on lui a refusé toute aide puisqu'il relevait de l'administration pénitentiaire du centre de semi-liberté. Il a donc contacté son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Son interlocutrice, dans un premier temps, lui a dit qu'elle allait s'occuper de lui et notamment essayer de lui trouver des tickets services. Et puis, dans un deuxième temps, elle a fait des efforts. Elle a rappelé pour dire que c'était la fin de l'année, qu'elle n'avait plus de budget et par conséquent plus de tickets services. Donc, si je fais le compte de tout ça, au bout de quelques jours, la personne n'a plus rien en poche. Rien en poche. Et naturellement, il faut qu'elle attende la fin du mois, au mieux, voire la fin du mois de janvier, pour bénéficier de sa rémunération de formation professionnelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Il a eu la chance de nous écrire, on l'a renvoyé sur une association caritative, je ne sais pas d'ailleurs s'il a été pris en charge, on n'a pas eu de ses nouvelles, mais je voudrais insister pour dire que cette personne, elle a bénéficié de chances que n'ont pas la plupart des sortants. Elle était recasée, elle avait plus d'argent, elle avait une formation. Et donc je crois que la sortie, et par conséquent les conditions de cette sortie, et par conséquent la prévention de la récidive, ce n'est pas encore réglé dans ce pays. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur Jean-Marie Delarue, pour cet exposé qui, je pense, nous aura beaucoup appris, touché, intéressé. Jean-Pierre Michel. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais être très bref pour laisser la place à nos collègues poser des questions. Je remercie Monsieur Delarue d'avoir abordé tous les problèmes que pose ce texte, en fait, et de nous donner donc un certain nombre de pistes de réflexion lorsque ce texte sortira de l'Assemblée, dans quel état. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je voudrais dire un mot de la contrainte pénale. Personnellement, je pense que la contrainte pénale est une nouvelle peine, point, sans point d'interrogation.
Or, comme vous le dites, la question se pose. Et que donc, elle doit être prise comme ça. Ce n'est pas l'antichambre de la prison. Ça peut l'être dans une autre condamnation, mais ce n'est pas ça. Et je pense qu'il faut là-dessus bien préciser le texte. Et d'autre part, je suis d'accord avec vous pour dire, vous avez fait la comparaison avec les CEF, pour dire qu'on peut faire la comparaison avec le droit des mineurs aussi, où le juge peut prendre toutes les dispositions qui lui semblent nécessaires, qui lui semblent utiles par rapport à la personnalité du mineur, par rapport à sa situation, etc., pour l'exécution d'une peine en milieu ouvert. Donc là-dessus, moi je partage très largement votre point de vue. Sur le reste, évidemment, si on vous écoute, il faut toujours se souvenir de ce que vous avez dit tout à fait au début de votre intervention. Voilà, au début. Or, le texte, il n'est pas exactement celui-là. Voilà. C'est-à-dire qu'il essaie de limiter la récidive, il s'appelle prévention de la récidive, mais il ne pose pas le principe que la récidive est d'autant plus importante que l'incarcération est comme ci, comme ça, voilà. Donc là-dessus aussi, moi je suis sensible à ce que vous avez dit et je pense qu'on peut trouver un certain nombre d'améliorations au texte. Je vais demander qui s'inscrit. Merci. Donc Pierre-Yves Collombat, oui. Qui s'inscrit? Catherine Tasca. Y a-t-il d'autres? Oui. Hélène Lipietz. Bien, j'ai 4 inscrits. Compte tenu des questions matérielles, je vous proposerais bien d'en rester là. Sauf s'il y a des regrets, dans ce cas, dites-le tout de suite. Il n'y a pas de regrets? Donc, on va donner la parole aux 4 intervenants successivement. Pierre-Yves Collombat. Bien, 2 points. D'abord, je voudrais vous remercier de la façon dont vous avez pris le problème. Enfin, ça ne nous a pas étonnés. Alors, ma première question, en fait, c'est votre sentiment que je sollicite. Vous avez effectivement fait observer, moi ça m'a toujours frappé, l'augmentation du taux d'incarcération. On n'atteint pas les sommets américains, mais quand même, c'est quand même préoccupant. Alors que, quand on regarde l'évolution des choses un peu abstraitement, nous, on passe son temps à créer des droits. On passe son temps à créer des droits, etc. Puis on augmente les droits, puis on incarcère des gens. C'est un peu bizarre quand même. Bon. Donc, je me pose un peu cette question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusque, disons, aux années... vous dites, il y a une accélération ces 15 dernières années. Je remarque quand même que ça correspond à la campagne aux années 2000, enfin, etc., où le thème de la sécurité est devenu un thème politique majeur. Le clivage politique n'étant plus possible en matière d'économie et de finances, eh bien, ma foi, il fallait trouver autre chose. Enfin, ça, c'est mon interprétation qui n'engage que moi. Mais enfin, ça me paraît quand même polluer gravement le débat. Donc, bon, j'aimerais avoir votre sentiment. Si vous ne voulez pas, vous ne me le direz pas. Mais je trouve ça assez curieux et qui est en liaison avec une remarque que vous avez faite, c'est qu'on manque totalement en France d'études sur essayant de cerner la corrélation qu'il peut y avoir entre certaines conditions extérieures de la société, etc., et puis la délinquance. Deuxième point, je serai beaucoup plus bref. Vous dites que vous appelez à préciser, que la loi précise ce qu'elle entend par évaluation de la personnalité. D'autant fort que l'on puisse évaluer la personnalité, notamment que l'on puisse évaluer, contrairement à ce qu'on dit, la dangerosité, je me demande si, comme on ne peut pas faire autrement que de dire qu'il faut évaluer la personnalité, que rester dans un certain vague pourrait éviter peut-être, plus que créer, donc pourrait éviter un certain nombre de dérives un peu trop techniciennes et technicistes. Enfin, on avait, avec Jean-René Le Cerf, on avait fait un déplacement donc, au Canada. On avait quand même été un petit peu interloqués
par certaines... alors c'est des grands amateurs, hein, on était un petit peu interloqués quand même de la façon dont ça se passait, alors que c'était des gens remarquables par tout autre, sous tout autre aspect. Voilà, je ne vais pas avoir été trop long. Ah oui, oui, non, mais il y avait des choses... Ah oui, oui, Merci. Oui, c'est hallucinant. Catherine Tasca. Oui, merci, Monsieur le Président. Je veux vous dire, Monsieur le Contrôleur général, que j'apprécie beaucoup la manière dont, par rapport à ce projet de loi, vous resituez la prison, l'emprisonnement au cœur des causes de la récidive et non pas simplement la mauvaise nature des délinquants et criminels. Je pense qu'il faudra vraiment garder cette approche-là lorsque nous débattrons de ce texte, parce que, comme vous l'avez dit, l'emprisonnement a pris quand même une part croissante et que, et là votre expérience nous éclaire beaucoup, les conditions de l'emprisonnement demeurent très loin de ce qu'on pourrait souhaiter. Donc c'est une approche qui me paraît très, très importante. Je voulais vous demander de préciser, vous avez dit lorsque vous avez évoqué les peines restrictives de liberté que le projet de loi avait manqué d'imagination et qu'il serait bien d'imaginer d'autres formules que la liberté conditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? De l'IPS. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Contrôleur. Vos propos sont extrêmement passionnants et tout le travail que vous faites est vraiment pour nous une source de réflexion. Je voudrais vous demander d'approfondir 6 points, donc 4, vous les avez évoqués, mais j'aimerais voir comment, par rapport à ce projet de loi, on pourrait s'en servir. Vous parlez du quantum des longues peines qui n'est pas toujours accepté. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de faire comme dans certains pays qui limitent la durée maximum des peines? Et est-ce que ce n'est pas justement la longueur de la peine un facteur de récidive et surtout de commission d'actes répréhensibles au sein des maisons, enfin des centres de détention, voire lorsqu'il y a une tentative d'évasion. Le rôle de la famille. En prévention des longues peines, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la famille devienne un partenaire efficace, on va dire, de la lutte contre la prévention? Vous parliez de l'encellulement individuel et en tant qu'ancienne avocate, allé quand même pendant mon mandat dans une dizaine de centres de détention, je me demandais, est-ce que c'est vraiment la panacée? Est-ce que plus que l'encellulement individuel, est-ce que d'avoir des petits régimes de liberté, de droit au sein des centres de détention, avec ce qu'on a actuellement comme les différenciations des régimes porte ouverte, porte semi-ouverte ou porte fermée, est-ce que c'est pas là aussi un des moyens de redonner en quelque sorte une autonomie aux personnes condamnées pour qu'elles ne soient pas totalement démunies après lorsqu'elles elles retrouvent la liberté? Parce que je crois qu'on a réellement, surtout pour les longues peines, un problème d'incapacité de vivre dans une vie libre après avoir passé un long temps en prison. Je me pose aussi le problème du critère du travail, comme vous, Monsieur le Contrôleur, quand nous avons de plus en plus de vieux détenus. Ne serait-ce que parce que l'âge d'entrée en délinquance n'est pas toujours la prime jeunesse, mais notamment pour les délits sexuels et les crimes sexuels, on les découvre extrêmement tard, et donc nous avons énormément de vieux détenus, et je pense certaines centres de détention, comme par exemple Melun, où je crois que la moyenne d'âge doit être de 50 ou 60 ans, c'est absolument incroyable. Et comment
comment remplacer ce critère du travail lorsqu'il n'y a plus de toute façon de possibilité de travailler, parce qu'on est quasiment arrivé à l'âge de la retraite dans le civil lorsque l'on sort de prison. Et puis ma dernière question, alors peut-être que je ne l'ai pas entendue, mais quel est le rôle du personnel pénitentiaire? Comment former le personnel pénitentiaire qui sont des gens extrêmement dévoués, avec des conditions de travail extrêmement difficiles? Moi, je suis toujours étonnée quand je les rencontre de leur cri, de leur appel à l'aide en disant « aidez-nous ». Parce que finalement, c'est ça qu'on entend lorsque l'on va visiter les prisons. Aidez-nous, non seulement pour améliorer le cadre d'emprisonnement, mais aussi aidez-nous pour nos conditions de travail. Alors, qu'est-ce que le personnel pénitentiaire, je dirais, pas de base, mais qui n'est général, pas celui qui est dans les SPIP, mais celui que l'on appelait avant les matons. Comment est-ce qu'on pourrait les former pour qu'ils aient un autre rôle que simplement de contrôleurs de la vie en prison? Comment est-ce qu'on pourrait les former pour qu'ils deviennent eux aussi des acteurs de la prévention de la récidive? Merci beaucoup. Merci. Et enfin, Jean-René Le Serre. Oui, merci, Monsieur le Président. Quelques remarques sur lesquelles je souhaiterais avoir effectivement les réactions de Monsieur le Contrôleur général. La première, c'est de dire c'est très bien de faire des lois, mais on n'est pas capable d'appliquer les lois que nous avons précédemment votées. Donc ça pose déjà un petit problème. La loi pénitentiaire, je constate par exemple que nous avions souhaité qu'il y ait une étude de l'importance de la récidive par établissement pour peine. Ça n'est toujours pas effectivement, ça ne s'est toujours pas concrétisé par le biais d'un décret d'application. Or, c'était effectivement pour nous la façon de connaître l'incidence des conditions de détention sur la récidive. Donc, il y a quand même quelques années que la loi a été votée. L'obligation d'activité qui a pour le législateur était un élément important, là aussi, de lutte contre la récidive, et qui n'était pas qu'un travail, qui pouvait être une formation, qui pouvait être l'apprentissage du français, de la lecture, de l'écriture. Elle s'applique de manière tout à fait homéopathique et sans aucune volonté politique, puisqu'il y a de temps à autre des initiatives qui sont prises par la pénitentiaire qui sont intéressantes. Je pense, j'ai souvent cité l'exemple d'un centre d'initiation, de formation au tri sélectif de déchets, qu'on aurait pu dupliquer, qu'on n'a jamais cherché à dupliquer. Donc, première remarque, effectivement, à comment voter une loi nouvelle quand on n'est pas capable d'appliquer les lois précédemment votées. D'autre part, il me semble qu'il y a un problème considérable qui demeure et qui entrave très largement les réformes, c'est le problème de l'opacité du milieu carcéral en général et de l'administration pénitentiaire en particulier. Je crois qu'aussi longtemps qu'on ne considérera pas les prisons de la République comme les palais de la République, c'est-à-dire des lieux qui appartiennent aux citoyens où donc peuvent rentrer ceux dont c'est la profession d'informer, notamment les journalistes, on n'avancera pas beaucoup parce qu'on laissera se développer des idées totalement erronées sur la réalité du milieu carcéral et on sait combien il est facile de manipuler l'opinion sur ce genre de problème. Même chose, les aménagements de peine, hier, la contrainte pénale, aujourd'hui, je suis convaincu que ça sera considéré dans peu de temps comme étant des cadeaux qui sont réalisés effectivement aux personnes détenues, alors que ce n'est pas du tout le cas, et que si on les considère comme des cadeaux, c'est effectivement un échec immédiat. Et je pense qu'on a à s'interroger effectivement sur nos responsabilités collectives, à la fois, enfin moi je suis assez stupéfait quand j'entends effectivement une sorte de procès en sorcellerie à un projet de loi qui est le projet de loi Taubira, qui à mon avis n'a vraiment strictement rien de révolutionnaire. Et en revanche, je suis également un peu pétrifié lorsque je constate qu'au bout de 2 ans d'une alternance, il n'y a pas eu quoi que ce soit d'évolution en matière législative. Or, on ne change pas les lois par circulaire et qu'on se retrouve donc avec une situation en matière de surpopulation carcérale qui n'a pas d'équivalent, ou pour ainsi dire, par rapport à notre histoire. Donc c'est un constat qui est un constat un petit peu calamiteux sur lequel j'aimerais que vous nous rendiez un peu d'espérance. Bien, merci. Merci à tous. Alors, Monsieur le Contrôleur général. Oui, Monsieur le Président, je vais essayer d'être bref, malgré la richesse des questions, et je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre entièrement, par conséquent, à toutes. Monsieur le sénateur Colomba, sur le thème de la sécurité, bon, il y a beaucoup d'éléments à dire. Je rappelle que la sécurité, après tout, est entrée dans la loi comme un droit fondamental en 1995. Ça n'est pas si vieux que ça.
Et on en fait aujourd'hui le premier droit, souvent, dans la présentation qui en est faite des citoyens. Bon, on peut toujours gloser là-dessus. Moi, je crois personnellement que si la surpopulation obéit à une pluralité de facteurs, le thème sécuritaire en est certainement un, mais il y en a d'autres. Je crois par exemple qu'il est incontestable, alors c'est peut-être lié à ce qui précède, me direz-vous, que les juges ont eu tendance à prononcer des peines de plus en plus longues, ont multiplié les peines courtes. Par conséquent, la surpopulation, elle s'est accrue par les deux bouts, si je puis dire. Sur l'évaluation de la personnalité, si je souhaite en parler, c'est précisément parce que cette marchandise peut recouvrer deux choses bien différentes. Une étude qui tendrait à montrer la nature criminelle d'une personne. Et c'est ce que font en effet les anglo-saxons et puis un pays européen qui n'est pas l'Angleterre en plus, sur ce qu'on appelle les études à visée actuarielle, c'est-à-dire déterminer à partir de questions simples, il y en a d'ailleurs une vingtaine, est-ce que vos parents ont divorcé tôt, est-ce que vous avez commencé à fumer à quel âge, etc. De ça, on déduit que la personne va pouvoir récidiver et commettre un nouveau crime abominable de plus. Bon, je crois que ça, c'est une première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est de chercher moins à inventorier la perspective d'avenir que les données effectivement présentes sur comment se conduit la personne de façon objective, quel est son environnement familial, quel est son environnement social, est-ce qu'elle a un métier, etc., etc. Ça me paraît ça deux choses totalement opposées. Et je milite clairement pour la deuxième hypothèse parce que la première me paraît très clairement aventureuse. C'est pour ça que quand la loi parle d'évaluation de la personnalité, j'aimerais bien qu'elle nous dise un petit peu ce qu'elle entend par là. Sur la question de Madame Tasca, je voudrais dire simplement que il y a aujourd'hui, de façon très précise, la liberté conditionnelle, le PSE, la semi-liberté et le travail d'intérêt général. Bon. Moi, je crois que, de façon générale, toute perspective d'aménagement de peine aujourd'hui, c'est au fond des contraintes qu'on impose à quelqu'un de faire quelque chose. Et à cet égard, on lui impose régulièrement des contrôles, etc. Moi, j'ai souvenir de quelqu'un qui m'avait écrit, parce qu'il était en désespoir, menace de réintégrer la prison, il n'avait pas rempli une obligation parce qu'il avait une urgence médicale. Bon. Et son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ne voulait rien entendre sur le fait qu'il ne se soit pas présenté à l'heure dite devant le juge, etc., etc. Bon. Je crois que les gens sont placés devant des contraintes impossibles pour eux à remplir. Je prends l'exemple aussi d'une des dispositions de l'article 132-45 qui énumère les obligations dont peut-être aujourd'hui assorties de sursis avec mise à la preuve. On dit obligation de résidence fixe. Bon, quand on sait les démêlés qu'on peut avoir pour trouver un logement quand on sort de prison, cette disposition me paraît totalement surréelle. Bon. Donc moi je crois qu'il faudrait passer, sans que le terme évidemment ait une connotation juridique, mais il y aurait une formule qui m'irait assez bien, qui consiste évidemment avec des gens qui sont en état de le faire, à passer avec eux une sorte de contrat de finalité. Autrement dit, voilà. Vous disposez, cher monsieur, à compter d'aujourd'hui, et vous pouvez pour ça requérir l'aide de l'association qu'on va vous désigner, etc., d'avoir à trouver un logement et un emploi dans les 6 mois qui viennent. Bon, et à ce moment-là, on verra ce que vous êtes capable de faire. Et à la fin, on l'évalue pour lui dire quels efforts avez-vous fait, vous, monsieur, personnellement, pour vous en sortir. Bon. Cette espèce de pari fait sur une personne me paraît plus intéressante qu'un alignement de contraintes bureaucratiques qui sont souvent... voilà la perspective dans laquelle je voudrais qu'on aille. Ce n'est pas du tout, je reconnais, l'esprit actuel. Pour Madame Lipietz, je voudrais dire, s'agissant très brièvement, et je ne vais pas avoir le temps de me justifier, mais je sais que je vais choquer un certain nombre d'entre vous. Oui, c'est vrai, je ne suis pas sûr que des peines qui soient aujourd'hui de l'ordre de 25, 30 ans ou perpétuelles sont adaptées même à des grands criminels. Je crois qu'il y a eu des paroles très, très sensées qui ont été dites depuis longtemps sur ce point. Et moi, je souscris assez volontiers, même s'ils ont une tradition pénale différente de la nôtre, à ces pays qui limitent à 10 ans maximum. On sait très bien à quel dilemme a été confrontée la Norvège,
quand il lui a fallu sanctionner M. Breivik, qui était l'auteur quand même de quelques assassinats assez nombreux, et à qui on a dit « mais qu'est-ce qu'on fait puisqu'on ne peut pas le condamner à plus de 10 ans ?» Bon. Eh bien nous, peut-être il faut faire une réflexion en sens inverse. Voilà. Sur le rôle de la famille, moi je souhaiterais tout simplement, globalement, que la pénitentiaire estime de son devoir de travailler pour quelque détention que ce soit, même en maison d'arrêt, mais a fortiori en établissement pour peine, avec la famille. Autrement dit, faire venir son épouse, la mère, le père, pour d'abord demander des informations sur la personne qu'on vient d'incarcérer et voir avec lui, avec elle, la meilleure manière de prendre en charge cette personne. Je crois qu'il y a un travail conjoint qui m'intéresse, puisque j'ai dit tout à l'heure que la famille est le principal élément d'insertion ou de réinsertion à la sortie. Il faut donc que ça commence dès l'entrée en prison. Bon, sur ce point, il y a beaucoup de choses à faire, mais je ne vais pas avoir le temps de les développer. Sur l'encellulement individuel, moi je crois que si, c'est un élément très important de la préservation du droit au respect de la vie privée de la personne, du droit à la vie privée, et par conséquent, je crois que l'encellulement individuel est une obligation, sauf naturellement pour ceux qui estiment pouvoir vivre à plusieurs en cellule. On ne peut pas imposer l'inverse. Je rappelle que cette Assemblée a défendu mordicus ce point de vue en 2009 au moment de la loi pénitentiaire. Par conséquent, je crois que c'est un élément majeur des conditions d'incarcération. Ça n'exclut pas naturellement une différenciation des régimes pénitentiaires. Je mets en garde simplement contre une différenciation qui consiste à dire que régime fermé, régime ouvert. Aujourd'hui, le régime porte fermée en prison devient un succédané de la sanction disciplinaire qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on envoie en porte fermée des gens qu'on ne veut pas punir avec les procédures habituelles, mais en réalité, c'est bien ce sens-là que ça a, et par conséquent, on a des déviations un petit peu fâcheuses. Sur le personnel, moi, je ne suis pas sûr que la formation soit à revoir. La formation est plutôt bonne. Ce qui est à revoir, c'est la manière dont les gens exercent leurs fonctions. Évidemment très difficile, mais cette reconnaissance de la difficulté et cet hommage que nous devons au personnel ne doit pas cacher que la plupart d'entre eux se comportent comme s'ils étaient la loi en prison. Et je crois, je l'ai dit au président de la République un jour, je dis il y a une révolution dans ce pays qui consisterait à dire que les fonctionnaires respectent les lois. Bon, et notamment les fonctionnaires des services de sécurité. Je n'insiste pas sur ce point. Et enfin, à M. Le Cerf, je lui donne acte de ces remarques. En effet, la loi n'est pas respectée. Ça ne nous empêche pas, évidemment, de concevoir de nouvelles lois, mais ça nous appelle à vérifier, en effet, de façon très précise, nous sommes, j'espère, complémentaires sur ce point, l'effectivité des lois. Il y a beaucoup à faire encore dans ce pays sur ce point. Et sur l'opacité de l'administration pénitentiaire, je crois qu'il y a un projet de loi qui comporte une disposition, mais il a été repoussé, qui permet l'entrée de journalistes qui accompagnent les parlementaires. Toute la question, je me suis permis de le dire à des journalistes, toute la question est de savoir comment l'administration pénitentiaire va concevoir ces visites de journalistes. Voilà. Merci. Bien entendu, chers collègues, je ne vais pas vous présenter Robert Badinter, puisque à ses nombreux titres et ses nombreuses qualités que tout le monde connaît, il est chez lui ici, puisque son esprit plane toujours sur les débats de la salle 216 là-haut et des autres salles où nous nous réunissons. Alors aujourd'hui, nous avons non seulement l'esprit qui plane, mais l'être dans son intégrité. Donc je salue Robert Badinter, je le remercie d'avoir bien voulu accepter de venir nous parler. Je vais lui donner la parole tout de suite pour une intervention liminaire sur ce projet de loi, et puis peut-être qu'après nous aurons, si vous le voulez bien, un débat. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, chers amis. Alors, cher Président, chers amis, ça marche encore. Oui, je n'ai pas besoin de dire le plaisir que j'éprouve à me retrouver ici. Je vois tant de visages amicaux et sur des questions que, on peut le dire très franchement, n'ont pas le mérite d'une originalité brûlante. Il y a longtemps que nous entendons parler de ces problèmes, il y a longtemps que nous revenons sur ces questions et on a le sentiment que cette fois-ci, peut-être, en tout cas pour une partie, la sagesse va prévaloir. Il faut donc compter évidemment sur l'intervention du Sénat. Nous n'avons pas le texte qui est
encore à l'état de travail à l'Assemblée. Donc qu'est-ce qu'il en adviendra? Nous verrons. Mais en ce qui concerne la participation et le rôle du Sénat, il est évident que, comme le plus souvent, c'est pour le meilleur. Alors mieux vaut le préparer. Tout a été dit. J'écoutais ces dames, ce que nous ont dit. Je l'aurais moi-même exprimé avec autant de passion que Mme Tulkens, autant de précision que Mme Maestacci. Vous connaissez parfaitement ces questions. Quel est l'apport du texte que l'on nous propose? Je vous dirais très directement et avec la plus entière conviction, le texte va dans la bonne direction, il ne va pas assez loin. C'est un bon texte inachevé. Et c'est pour ça que le Sénat a un rôle particulier à jouer. Alors, pourquoi est-ce un bon texte? Parce qu'il revient à des principes qui nous sont tout à fait chers, qui ont été perdus de vue dans la décennie précédente et surtout dans les dernières années précédentes 2012, et particulièrement s'agissant de la question majeure de la place de l'emprisonnement par rapport aux autres pénalités, mais aussi la question liée à cette place de l'emprisonnement qui est celle de l'individualisation des peines. L'individualisation des peines et des sanctions est un principe fondamental auquel on n'est pas assez attaché, et je rappelle sur ce point ce qui a été énoncé par le Conseil de l'Europe, mais comme toujours, nous sommes en retard. Dès l'année 2000, on était déjà là à montrer quelles étaient les voies dans lesquelles nous devions nous engager, mais nous nous y engageons bien, mais tardivement, et à mon sens, insuffisamment. Alors, il faut quand même rappeler ce qu'est l'échec constant de la politique pénale que nous pratiquons en France, et qui est le taux d'incarcération. Pour moi, c'est l'indice, on le regarde, connaissons tous les conséquences détestables de l'incarcération, spécialement en matière de courte peine, et nous savons qu'en regardant le taux d'incarcération, on mesure ce que je dirais être l'indice plus ou moins satisfaisant, ou si l'on préfère plus ou moins détestable, de résultat de la politique pénale. La politique économique retrouve sa sanction toujours dans le taux de chômage, pour moi. S'agissant de la justice pénale, le taux d'incarcération traduit en chiffres très nettement ce qu'est le succès ou l'échec des politiques pénales. Non pas qu'on puisse atteindre le mythe qu'aimait évoquer Foucault dans des temps déjà très lointains, c'est-à-dire d'une société sans prison. J'avais eu l'occasion de lui dire « Envoyez-moi, cher Michel Foucault, l'avant-projet de loi, je serais très heureux de le présenter pour voir la réaction. » Il a ri, il aimait beaucoup rire, je ne l'ai jamais reçu. Mais telle qu'elle existe, la prison, et spécialement dans les conditions qui sont les nôtres, il est évident que la mesure de l'échec pénal, pour moi, s'inscrit dans ce taux d'incarcération. Alors, je le rappelle quand même, et sans satisfaction, il y avait au 1er janvier 2002 48 594 détenus, 1er janvier 2002. Il y avait 10 ans plus tard 67 073. Le taux avait augmenté de 38% dans cette période. 38%, vous mesurez ce que cela veut dire par rapport à 2002. Et il n'a pas diminué, il est resté constant. Nous avons atteint le chiffre de 68 859 par rapport aux 67 000 que j'évoquais il y a un instant en 2012. Donc nous avons une augmentation par rapport à 2012 d'encore 2,66%. L'accélération de l'augmentation a singulièrement diminué,
mais la continuité demeure dans ce domaine. Pas faute, il faut le dire, de textes que nous avons votés ou qui ont été votés par la majorité de l'époque, mais c'est ainsi. Alors, la situation est rend encore plus perplexe si on veut bien considérer que, heureusement, le taux de recours, le nombre de recours au bracelet électronique a permis, je dirais, de contenir cette inflation. Nous avons aujourd'hui, au 1er avril 2014, 11 234 personnes qui sont sous bracelet électronique. Donc, je n'ose dire si on les ajoutait, mais en considérant ce que c'était au 1er janvier 2002, s'il n'y avait pas le bracelet électronique et le recours au bracelet, où en serions-nous? Où en serions-nous? Avec ce que l'on sait être la situation pénitentiaire actuelle, surtout au niveau des maisons d'arrêt. Alors, l'individualisation des peines doit évidemment permettre de diminuer ce recours. Le projet offre à cet égard des peines substitutives et des peines alternatives. Je ne discuterai pas de la portée des adjectifs. Je dis simplement que je crois pour ma part que les propositions faites par la conférence de consensus, méthode que j'approuve entièrement, et dont on n'a pas dans le projet tiré exactement toutes les conséquences. Loin de là. J'ai un tableau que je vous remettrai, Monsieur le Président, dans lequel j'ai très exactement confronté les dispositions de 12 recommandations de la conférence de consensus avec les propositions du projet de loi. À bien des égards, nous en sommes loin, ou sinon loin, en tout cas écartés. Donc ça, c'est la première observation que je tiens à faire. À quoi bon réunir autant de personnes compétentes émanant de tous les horizons de la vie judiciaire et également de la doctrine, si c'est en définitive pour n'en pas tirer toutes les conséquences. Là, c'est très agréable, les grandes messes académiques, et les juristes y sont habitués, mais ça n'est pas seulement pour orner les rayons des bibliothèques. Mieux vaut les faire entrer dans les textes eux-mêmes, sous réserve de quelques considérations. Je rappelle d'ailleurs, c'est un peu perdu de vue, pardonnerez ce retour en arrière et cette incursion dans l'histoire de la législation, le grand succès de notre histoire législative, c'est indiscutablement la période napoléonienne et plus particulièrement celle du consulat. Et je me suis beaucoup interrogé sur le point de savoir pourquoi un militaire, même de génie, avait réussi là où ses prédécesseurs avaient échoué, et notamment en ce qui concerne le Code civil, qui a quand même été réalisé dans des conditions à la fois extraordinairement rapides, mais pour une durée constante, puisque, comme le disait si bien le doyen Carbonnier, la France change toujours de constitution politique, mais elle conserve sa constitution civile. Alors, toujours, on a changé énormément de choses, mais c'est toujours le Code civil. Alors, j'ai regardé de très près la méthode suivie, et le coup de génie de Bonaparte, politiquement, a été de se dire, j'ai aucune légitimité, il n'était pas là par le privilège de la naissance, et il n'était pas non plus élu par le peuple. Plébiscite, bon. Donc, où est la légitimité? La légitimité, je vais le trouver dans quoi? Dans l'ordre juridique. En fondant un ordre juridique qui ralliera tous les Français, j'aurai acquis le socle de légitimité qui me fait défaut. Puissante intuition, peut-être inspirée par certains de ses grands conseillers. Je ne crois pas que ce fût Cambacérès, peut-être Portalis, mais en tout cas, l'idée a été, à partir de l'avant-projet, de faire circuler et débattre sur celui-ci, avec un rapport de synthèse finale au Conseil d'État, dans toutes les assemblées de toutes les cours d'appel, et notamment et surtout à la Cour de cassation. Et le travail de synthèse qui en a tiré est finalement
le dernier moment de l'élaboration, mais à mon sens presque aussi important que l'avant-projet, du Code civil. Et pourquoi était-ce si important, à part le souci politique que j'ai évoqué? C'est parce qu'il savait que s'il associait la totalité du corps juridique et judiciaire à l'élaboration du Code civil, ce serait leur œuvre. Et qu'étant leur œuvre, ayant oublié l'origine, mais il se chargeait de l'estampiller, il veillerait à ce que ceci soit respecté. Il les avait associés par là même, coup de génie politique, il en était à ce moment-là très porteur, pendant l'époque du consulat, coup de génie politique, qui a permis d'assurer sans difficulté la mise en œuvre du Code et de la conserver comme étant l'expression d'un consensus juridique total. Eh bien, là, à partir de la conférence de consensus, je pense qu'on aurait dû en tirer les conséquences. D'abord parce que je les trouve pour l'essentiel, je le dis, de très loin ce que l'on a produit de mieux depuis très longtemps dans ce domaine, et deuxièmement parce qu'on en avait débattu et que le ralliement était général et que c'est très important pour la suite des textes. Voilà, première observation, je souhaiterais, bien cher ami, que vous regardiez de très près la différence, vous la connaissez, je vous laisserai le tableau qui a été fait, il y a encore beaucoup à faire. Donc ça, c'est en ce qui concerne la méthode. Alors, ce qui, d'ailleurs, ça a été repris très bien par le comité consultatif des droits de l'homme. Moi, je vous le dis clairement, ça a été évoqué tout à l'heure par Mme Tulkens, le moment est venu de savoir ce que vous voulez faire. Ou c'est la Xème réforme, en attendant la suivante, et puis qui attendra à son tour la prochaine, ou cette fois-ci on dit stop, j'évoquais le mot de consensus, et tous ensemble, on examine ce qui peut être fait pour les décennies à venir. Et en particulier, et sur la base de ce que sont les propositions, et je dirais le consensus européen, je rappelle toujours que notre droit ne peut être que projeté dans l'avenir européen s'il veut perdurer, ne serait-ce qu'à cause du contrôle exercé par les juridictions internationales européennes. Si vous le regardez, c'est vrai que la proposition des trois piliers, la prison, elle existe, mais elle ne peut pas être le système de référence pour l'ensemble des pénalités. Donc, la prison, l'approbation, les anglo-saxons diraient at large, mais l'approbation recouvrant l'ensemble des mesures qui ne sont pas des mesures d'emprisonnement et dans lesquelles il y a, dans le cadre général de l'approbation, différentes sections correspondant à tout ce que sont les mesures alternatives, mais rassemblées de façon à ce qu'on prononce la peine de probation, et à l'intérieur de la peine de probation, ensuite, on prend les catégories utiles au regard de l'individualisation des peines. Et enfin, ce que sont les peines pécuniaires, etc., avec le jurament. Mais vous voyez, du coup, tout devient plus clair, sinon enfin clair. La prison, l'approbation, c'est-à-dire des mesures de contrainte pénale s'exerçant sur un individu selon sa personnalité et les faits, et en troisième lieu, les sanctions pénales, et notamment dans le domaine économique et financier, et notamment s'agissant des personnes morales, où elles trouvent naturellement leur place. Alors, c'est cela qu'on trouve aisément à partir de la conférence de consensus, et je le souhaite profondément sur ce point que vous adoptiez cette structure de trois piliers très clairs. Que, à ce moment-là, dans le cadre de l'approbation, vous examiniez et traitiez de la contrainte pénale en soi, perçue comme étant une des formes majeures sur lesquelles nous comptons, oui. Mais si on en fait une des formes de substitut à l'emprisonnement, non seulement vous minorez sa portée symbolique, mais vous ne faites rien d'autre qu'une autre forme de sursis avec mise à l'épreuve. Et ce qui devait être une grande réforme à partir
de la conférence de consensus devient quoi? Devient une réforme de plus dans laquelle on bricole quelque chose de compliqué à insérer dans l'ensemble, mais qui n'est qu'une des formes de sursis avec mise à l'épreuve. Le décrochage de l'emprisonnement est ici une nécessité. Il faut dépasser le stade immédiat de la technique et reprendre en sa totale portée ce que l'on veut faire. On parle de réforme, si on fait une réforme, il faut une véritable réforme. Alors ne parlons pas de réforme, disons ajustement, modalité, amélioration, mais surtout n'utilisons pas le terme réforme, parce que apporter à la procédure française judiciaire pénale une nouvelle forme de sursis mise à l'épreuve, c'est difficile d'annoncer une grande réforme, hein, franchement. Donc là, il faut saisir l'occasion et effectuer l'élaboration de ce système en 3 piliers, ou de ce triptyque, si vous préférez, la peinture. Alors, voilà l'observation première que je veux faire sur ce qu'est aujourd'hui la contrainte pénale. Sur la contrainte pénale, je dirais, bon, oui, il y a un petit problème de constitutionnalité qui se pose. Moins, je pense, vous n'entendez rien. Vous n'avez pas le droit de manifester quelque opinion que ce soit, mais c'est pas inexact. J'ai retrouvé même aisément qui avait mis le doigt là-dessus. Il y a la question de la sanction de l'inexécution des dispositions de la contrainte pénale. Sur ce point, il faut y prêter attention. Juge de l'application des peines, saisissant un autre juge qui va prononcer une peine d'emprisonnement, à quel titre? Pour une exécution de... Mais ce n'est pas une infraction, c'est une exécution d'une décision antérieure. Ce n'est pas la Constitution en soi l'infraction, sauf à être prévu au moment du prononcé. Alors, on voit où le risque s'annonce, et je crois qu'on résout le problème à partir du moment où on dit il y a une probation, peine de probation, sanction de l'inexécution de la peine de probation, cela constitue une infraction en soi, et à partir de là, les choses se déroulent simplement. Celui qui méconnaît la mesure de probation qui pèse sur lui, ici la mesure de contrainte pénale, se trouve commettre une infraction, et dès lors, tout redevient possible constitutionnellement, sans incertitude. En ce qui concerne alors les autres mesures, mais genre, si vous voulez me poser d'autres questions sur la contrainte pénale, je vous répondrai bien volontiers. Et je tiens à dire qu'il n'est, je n'ose pas le mettre à l'imparfait, il n'est que temps, puisqu'elle existe encore, d'en finir avec la peine plancher. Au moment où la peine plancher a fait son apparition, je me souviens encore de propos éloquents qui ont été tenus par un certain nombre de sénateurs présents. Tout le mal possible n'a été dit, il est contraire à l'individuation de la peine, il n'a pour effet que de renforcer encore la surpopulation pénale au niveau des maisons d'arrêt. Et puis, je pense profondément, pas seulement à notre âge, pas seulement à une méconnaissance de l'individuation, il y a là une forme de carcan imposé à la liberté des magistrats qui, en soi, ne correspond à rien de ce qu'est la pénalisation moderne. Ça, c'est ce retour à des peines minimales automatiques, c'est insupportable. Et donc, je le dis aussi, ça aurait dû disparaître dès le début de la législature. Là, par contre, je ne comprends pas pourquoi on a attendu si longtemps avec une mesure si décriée et dont on a vu les effets qui sont détestables. Donc, on aurait dû le faire disparaître. C'était en soi à faire immédiatement. Bon, c'est ainsi. Je connais les difficultés que rencontre tout garde des Sceaux dans l'exercice de ses fonctions, et particulièrement quand il s'agit d'initiatives qui ne rallient pas le même consensus qu'à la conférence.
Mais il faut le dire clairement, là, c'est déjà tard. Alors au moins, notons avec satisfaction que ce sera fait. Je tiens à dire que en aucune manière, là je suis de la dernière insistance, vous ne sauriez accepter la disposition du projet qui prévoit qu'on redescend à 1 an ce qui est aujourd'hui le niveau d'aménagement des peines qui a été fait, si j'ai bonne mémoire, en 2007. Beaucoup à l'initiative des membres des commissions des lois de l'époque, et notamment, disons-le, à l'initiative du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. La situation carcérale était telle qu'il fallait procéder à un remède vigoureux. Cette mesure soutenue devant nous Madame Dati, saluer cet instant de grâce, je n'ai pas voulu me référer aux actes des apôtres, mais enfin, il y avait eu un instant où l'esprit avait soufflé. Redescendre à 1 an est totalement inadmissible. Ça n'a aucun sens. Et la portée, elle se traduit directement, voire l'étude d'impact fort bien faite, par quelques milliers d'emprisonnements en plus. C'est-à-dire que tout le bénéfice qu'on pourra tirer de la suppression des peines planchers va se volatiliser, et même plus, dès l'instant où on retournerait au plafond de 1 an. Alors là, donc, c'est à faire disparaître cette disposition du projet de loi. Il s'agit, là, il y aura un vote de consensus, j'imagine, parce que personne ne peut concevoir la raison pour laquelle on ferait cela. Et particulièrement, je dois dire, un gouvernement de gauche, une majorité de gauche. Mais cela vaut plus généralement, puisqu'encore une fois, cela est venu en 2007. Donc je tire, mais vraiment, là, ce n'est pas concevable. Alors, sur les libérations conditionnelles, tout le monde est d'accord, nous sommes tous d'accord, il faut éviter les sorties sèches et que l'invitation à considérer la situation de tiers est une invitation sage. Dire qu'elle est de droit, comme certains y aspirent, sous réserve de, c'est-à-dire inverser la position. Moi, je pense que ce qui doit être inscrit dans la loi, c'est l'obligation de se pencher sur le sort et de voir assez de tiers au plus tard, parce qu'on peut le faire avant, quelle est la situation s'agissant de libération conditionnelle. C'est une question de politique judiciaire conduite par les magistrats. Il est certain, absolument certain, que dans ce domaine-là, l'expérience prouve que la sortie sèche est la plus redoutable et que s'agissant notamment des récidivistes ou de ceux qui ont commis des infractions graves, parfois très graves, encore a fortiori doit-on veiller à ce qu'il n'y ait pas une sortie sèche, mais que ce soit le processus de libération conditionnelle qui s'exerce. Voilà les grandes lignes de ce que je souhaitais dire au départ. Encore une fois, c'est un bon projet. Encore une fois, il n'est pas achevé, il n'est pas abouti. Et c'est précisément le rôle du Parlement que de faire en sorte que les bons motifs s'inscrivent dans d'excellents dispositifs. Voilà, je suis à votre disposition, mes chers, je n'ose dire collègues, alors on utilisera la formule amie, chose plus commode. Merci Robert Badinter pour cet exposé très fort. Je donne la parole à Jean-Pierre Michel. Pour l'instant, Monsieur le Président, je n'ai pas de questions à poser parce que je partage ce qui a été dit. Donc, je vais laisser mes collègues poser des questions et peut-être qu'après, si besoin est. Peut-être, je voulais poser une question à propos de la peine de probation ou contrainte pénale. Une difficulté existe qui est la suivante. C'est que lorsque l'on pose la question, de quoi s'agit-il exactement ? Concrètement, ce n'est pas une alternative à la détention, ce n'est pas la détention, c'est contrainte pénale, peine de probation. Et je crois qu'il y aurait grand intérêt à rendre concrète cela.
à ce qu'on puisse dire à la télévision, voilà ce que c'est. Parce que si on ne réussit pas à bien expliquer cela, il y a une difficulté pour ce texte. Pardonnez-moi de dire ça, je ne sais pas pourquoi je me donne cela, de me prendre la parole. Alors, qui veut la parole? Tout le monde. Monsieur Anziani, Colomba, Le Serre, Monsieur Yest. Monsieur Yest. Y a-t-il d'autres demandes? On n'en a que 4. Bon, alors on va commencer avec 4, Monsieur le doyen. Alors, Monsieur Anziani. Oui, Monsieur le Président, une intervention très brève. D'abord pour dire que moi je partage pleinement les propos qui viennent d'être tenus par Monsieur Badinter et que c'est vrai que le but n'est pas de faire une réforme pénale pour en faire une supplémentaire, mais que le but est de faire une réforme pénale qui donne du sens à la peine et qui donc prévient la récidive. Et je ne suis pas sûr que le texte aujourd'hui permette d'atteindre ces objectifs. Ma question, elle est plus précise, elle revient à celle posée par le président de la Commission des lois. J'ai quelques inquiétudes quand même sur la contrainte pénale, parce que j'imagine mal ce que les praticiens, et donc notamment les juges, vont en faire. Ou quand je dis j'imagine mal, je crains imaginer ce qu'ils vont en faire. C'est-à-dire pas du tout ce que le législateur veut. Je crois qu'ils ne savent même pas aujourd'hui comment s'y prendre avec la contrainte pénale. Donc il faudrait qu'on arrive à lui donner un sens beaucoup plus précis, quelque chose de beaucoup plus concret. Sinon, je pense que c'est vraiment un risque de dévoiement important d'une partie importante de la réforme. Yanni, Pierre-Yves Colomba. Mais vu la façon dont la réforme s'est engagée, j'ai des espoirs très, très réduits quant à ce qui va en sortir, mais puisque Robert Badinter nous fait le plaisir d'être à nouveau parmi nous, j'en profite pour aborder un point moi, qui me paraît essentiel par-delà ce problème de la réforme. Tout à l'heure, bon, il a rappelé l'envolée de l'usage de l'incarcération, mais ça ne date pas des années 2000, où effectivement il y a eu un usage, disons, politique, ou pour ne pas dire politicien, du thème de la délinquance. Tout à l'heure, donc, Jean-Marie Delarue était là, et précisément, on nous a indiqué ça. C'est-à-dire que, si j'ai bien relevé les chiffres qu'il nous a donnés, entre 1975 et 1995, on est passé de 28 000 incarcérations à 53 000. Donc, c'est pas... bon, il y a une montée. Bon. Donc, moi, ma question, c'est la suivante. Pourquoi? Et ce qui pose un autre problème que Alain Ziani a abordé tout à l'heure, c'est le problème du sens de la peine. Comme disait Foucault, il n'y a rien de plus difficile que punir. Foucault ayant abandonné très rapidement ses utopies et entre surveiller et punir, et puis ce qu'il a publié après, il y a eu quand même quelques évolutions. Donc moi, ce qui me frappe, dans la façon dont on aborde ce problème de la justice, et tout à l'heure on n'a pas eu de débat donc on n'a pas pu intervenir, mais la philosophie, enfin au moins comme je le ressens, de la conférence du consensus, ma foi c'est une philosophie disons, behavioriste, on remplace la moralisation par le formatage, mais qu'est-ce que c'est le sens de la peine? Qu'est-ce que ça veut dire dans une société comme la nôtre que de redonner sens à la peine et de faire autre chose de la peine que une mesure de régulation sociale, mettre à l'écart un certain nombre de gens, etc. Et je crois que tant qu'on ne se posera pas cette question et qu'on n'arrivera pas à y trouver vraiment un début de réponse, eh bien, on sera réduit à essayer de faire des réformes qui se heurtent toujours à un mur d'incompréhension. Donc, avec lequel il est souvent facile de jouer pour, ma foi, avoir des résultats sur le plan politicien. Merci, Monsieur Colomba. Monsieur Le Serre. Merci, Monsieur le Président. Trois courtes questions. La première rejoint justement ce problème du sens de la peine. Le sens de la peine qu'on avait eu effectivement beaucoup de difficultés à insérer dans la loi pénitentiaire, avec pas mal de controverses, mais je pense qu'on avait bien fait effectivement d'insérer, en prévoyant effectivement que dans les raisons de la peine, il y avait aussi la réinsertion et la possibilité de mener une vie exempte d'infraction.
cette définition du sens de la peine va revenir dans la réforme, améliorée vraisemblablement, mais encore faudrait-il qu'on en tire des conclusions. C'est-à-dire que lorsqu'on visite les prisons et qu'on voit effectivement qu'il y a à peu près 10% de personnes dont l'état mental est tel que la peine n'a aucun sens, ça n'a pas changé quoi que ce soit que nous ayons effectivement prévu le sens de la peine au niveau de la loi pénitentiaire. Deuxième point, est-ce qu'il ne faut pas insister sur les moyens? C'est-à-dire toute politique pénale est une politique qui demande des moyens. Alors, si on peut comprendre spontanément que construire des prisons, ça coûte cher et qu'il faut embaucher des personnels de surveillance, mais une politique qui s'éloigne effectivement de l'emprisonnement systématique vers des aménagements de peine, des alternatives à l'incarcération, exige aussi des moyens et des moyens quasi aussi importants. Moi, je me souviens toujours de l'étude d'impact qui était liée à la loi pénitentiaire, qui prévoyait que cette loi ne pouvait être opérationnelle que si on recrutait au moins 1000 agents d'insertion et de probation, lesquels n'ont jamais été recrutés. Donc là aussi, il y a une contrainte qui s'impose à nous. Et puis je reviens sur ce que vous disiez sur le problème de l'aménagement de peine. L'aménagement de peine que nous avions effectivement dans la loi pénitentiaire, prévu effectivement pour être la solution quasi systématique jusqu'à 2 années, soit ab initio, soit 2 années effectivement restantes, que l'on peut faire repasser à 1 an, dont on nous dit parfois, on avait d'ailleurs eu beaucoup de mal avec le président Hyest à faire en sorte que la loi pénitentiaire ne soit pas modifiée largement sur ce point, mais on nous dit parfois, c'est pas très grave qu'on ramène à 1 an à partir du moment où il y a désormais l'approbation possible jusqu'à 5 ans. Donc il y aura de toute façon de la part du juge la possibilité, dans des hypothèses qui étaient couvertes auparavant par ces 2 années, d'avoir un substitut à la prison. Merci, Monsieur Le Serre. Monsieur Hyest. Oui, Monsieur le Président, d'ailleurs, moi je suis très honoré que le président Badinter vienne nous voir sur ces sujets. Moi j'ai toujours une question, mais que personne ne peut résoudre. Est-ce que la prison augmente la récidive ou le fait qu'il n'y ait pas de prison continue la récidive? Ça dépend du type de délit. On connaît tous des multirécidivistes réitérants, parce qu'ils ne sont pas encore récidivistes, parce qu'en plus les notions sont assez floues. Je citerai toujours le cas de ce jeune de 16 ans qui avait, en l'espace de 3 mois, commis 57 délits graves, c'est-à-dire il piquait des bagnoles, et puis il les cassait, d'ailleurs c'était pas pour les vendre, et jusqu'au jour où les policiers ont dit pourvu qu'il ait 16 ans celui-là, parce qu'on va l'arrêter, on va arrêter, malgré toutes les mesures. Mais Monsieur le Président, l'esprit de la loi pénitentiaire, c'était si quelqu'un est incarcéré et condamné, je ne parle pas des prévenus, parce qu'il y a quand même, on pourrait dire beaucoup de choses aussi, pourquoi il y a tant de personnes en détention. Est-ce que le nombre de prévenus augmente parce que la justice a de plus en plus de choses à faire avec des moyens limités, donc ça dure plus longtemps? Tout ça, il faudrait quand même préciser les choses, parce que moi je veux bien qu'on fasse des lois théoriques, mais il faut voir les réalités. Or, nous avions dit, et je crois que c'était l'esprit de la loi pénitentiaire, et c'était quand même un progrès, c'est de dire toute personne doit commencer, on doit commencer à préparer sa sortie au premier jour où il est incarcéré. Ça veut dire, et on a eu ce matin Jean-Marie Delarue, donc c'est un bon observateur, nous disait le travail c'est un problème, enfin tout est un problème, et donc l'individualisation de la peine, ça veut dire aussi comment on soutient les personnes. Je ne parle pas de ce qu'a dit Jean-René Le Cerf, qui est un défaut à mon avis de notre système, et c'est pour ça qu'il y a eu la rétention de sûreté malgré tout, c'est que des condamnés à des longues peines qui ont quand même des troubles psychologiques importants sont en France en prison, alors que dans d'autres pays européens, ils ne le sont pas. Oui, parce qu'on oublie de dire ça. On n'a pas résolu ce problème, quand même. Donc, moi, je m'interroge quand même. La contrainte pénale, moi, je ne sais toujours pas, en plus, exactement ce que c'est. Je partage un petit peu l'interrogation par rapport à un sursis avec mise à l'épreuve ou je ne sais quoi, et ça sera peut-être interprété comme ça par les magistrats. Il faudrait quand même donner du contenu à cette contrainte. Autrement, on aura fait une réforme pour pas grand-chose, à mon avis. Mais le problème le plus important, et on l'a dit, c'est que
on ne peut pas faire de réforme sans graves conséquences et retournement de l'opinion contre des bonnes réformes, si on n'y met pas les moyens. Alors, c'est comme ça. Et depuis toujours, et quand on compare les autres pays européens, parce que quand on fait les comparaisons internationales, on s'aperçoit qu'il y a quand même des différences de moyens qui font qu'on peut avoir des politiques. Mais si on dit on va faire une politique, et puis en fin de compte, s'il n'y a pas assez de conseillers d'insertion et de probation, etc., puisque c'est pour ça que la loi pénitentiaire ne fonctionne pas, en partie. Pourquoi, quand vous faites la semi-liberté, quand vous faites des libérations conditionnelles, si vous n'avez pas préparé et si vous n'avez pas des gens qui accompagnent, si on laisse les gens dans la nature, eh bien, évidemment, il se produit des catastrophes, même si elles ne sont pas nombreuses, mais ça a un tel impact sur l'opinion publique qu'ensuite, c'est dénoncé et l'opinion publique s'inquiète. Ce sont des réalités, Monsieur le Président, que vous connaissez bien, mais que nous connaissons, hélas, depuis trop longtemps aussi. Merci Jean-Jacques Hyest. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui seraient venues dans le fil? Non, il n'y a pas de regret, Monsieur Zocchetto, vous n'avez pas de regret? Monsieur Gélard non plus, Monsieur Delebarre non plus, Madame Tasca, pas de regret. Oui, Moi, oui. Président, je confirme qu'on ne peut pas rester dans le flou sur ce que l'on met derrière les termes de cette sanction alternative, qui est vécue comme alternative. Si on n'est pas capable d'illustrer très concrètement la contrainte n'existera pas. Elle sera absorbée dans l'échelle des mesures possibles, mais ça ne changera pas le système. Or, si j'ai bien compris, quand même, l'intention du texte, c'est que la contrainte pénale soit une vraie invention nouvelle par rapport à la panoplie dont on dispose aujourd'hui. Donc je crois que là, on touche un point absolument central du projet. Merci Madame Tasca. Je crois que je vais redonner la parole à Jean-Pierre Michel, puis on va bien entendu donner la parole à Robert Badinter, mais il y a vraiment un problème là. Si vous voulez, pour ce débat-là, tout le monde voit bien qu'il y a une difficulté de communication, parce qu'il est très facile de s'opposer à des dispositions de ce genre avec des exemples extrêmement concrets. Voilà ce qui s'est passé. Regardez cette émission où moi j'étais là, où il y avait Christiane Taubira. On s'est retrouvé avec la mère de la fille qui a été agressée sauvagement, etc. Et on peut dire tout ce qu'on veut de rationnel par rapport à 7 minutes de télé comme ça. C'est impossible à quiconque de... Bon. Et par rapport à cela, on voit bien que le système actuel ne marche pas. Il y a plein de peines qui sont prononcées, non exécutées, y compris 100 000 peines d'emprisonnement qui sont prononcées aujourd'hui et ne sont pas exécutées. Donc, l'idée est de proposer quelque chose de plus diversifié et de plus efficace. Mais il faut que l'on puisse l'expliquer, le faire percevoir. Je crois qu'on est plusieurs à être sensibles à cette question, mais à laquelle il n'y a peut-être pas de réponse qui tombera du ciel. Jean-Pierre Michel. Je vois bien la difficulté, mais quand même ce matin, après les 3 auditions, moi je vois les choses assez clairement. Il y a une peine privative de liberté. Bon, c'est la peine de prison. Alors la difficulté, c'est que cette prison, elle peut être écourtée par un certain nombre de mesures qui s'effectuent en dehors de l'établissement pénitentiaire. Ensuite, il y a une peine restrictive de droit. C'est la contrainte, la probation. Toutes les mesures sont possibles. Voilà. Je ne pense pas qu'il faut les préciser dans la loi. Il faut dire que le juge doit prendre toutes les dispositions utiles par rapport à la personnalité, par rapport à la gravité de l'infraction et par rapport à l'environnement social de la personne. Ça peut aller de la suppression du passeport, ça peut aller au travail d'intérêt général, ça peut aller à l'assignation à résidence, ça peut aller, etc. etc. Voilà. Ça restreint les droits.
Dans la loi, il faut dire que si le condamné n'exécute pas ses obligations, il commet un délit. Ça me paraît. Voilà. Et ensuite, il y a une peine pécuniaire, c'est l'amende. Alors, merci pour tout cela. Je pense qu'il est bien maintenant de donner la parole à Robert Badinter pour éclairer, pour conclure aussi notre matinée de travail. Alors, Monsieur le Président, chers collègues. Oui, cher Président, j'ai écouté, bien sûr, avec intérêt et une certaine nostalgie, mais ça ne s'avoue pas, une certaine ce qui a été dit. Je vais répondre à chacun et je conclurai pour finir très rapidement. Le problème évoqué par vous, mon cher ami Anziani, s'agissant de la contrainte pénale et de sa mise en œuvre, il faut en effet, c'est très difficile d'expliquer ce que ça sera. Pourquoi c'est très difficile? Parce que, pour l'essentiel, la contrainte pénale existe, sauf le mot, la chose. Car si on prend les multiples modalités du sursis avec mise à l'épreuve, sauf à être extraordinairement inventif, je sais bien que le droit est la plus puissante école de l'imagination, comme disait Giraudoux, enfin, très franchement, aujourd'hui, dans son état, la contrainte pénale, c'est rien d'autre qu'un sursis avec la mise à l'épreuve, disons complété, et dont on a changé, en gardant la bouteille et pour l'essentiel le contenu, l'étiquette. C'est pourquoi je disais, mieux vaudrait, en effet, comme vous l'avez évoqué, aller clairement vers l'ensemble des mesures, la prison avec le sursis simplement. Hein. Ensuite, l'approbation, dans lequel s'inscrira à ce moment-là le sursis avec mise à l'épreuve qui n'existera plus au niveau de la prison. Au moins, on y trouvera de la clarté. En cours de route, qu'on améliore les choses, ça arrivera nécessairement dans les travaux de la Commission. Mais je réponds à ça. En l'état, ça sera très difficile à expliquer l'originalité de la réforme, entre guillemets, pénale. Moi, on dira oui, mais tous les professionnels disent, mais réforme, quelle réforme? Modalité, changement, bon, c'est à la marge. Donc, si on veut, et on doit, je pense, saisir l'opportunité qui nous est offerte, après la conférence de consensus, c'est en effet les trois piliers, et puis on dit, voilà, on a changé, en effet, les possibilités, vertus et les modalités. Là, ça devient clair, et on peut dire, la réforme, oui, il y a eu une réforme. Bon, en ce qui concerne la question posée par le sens de la peine, vous savez, il faut, je crois, distinguer le sens et la fonction. La fonction de la peine, on la connaît tous depuis très longtemps. Et elle est excellemment définie, là aussi, par le triptyque. Il en va en droit comme dans la valse. Par le triptyque, la peine, c'est la rétribution, je trouve le terme bizarre, la sanction, pour dire les choses simplement. C'est la dissuasion, pour ceux qui se disent, hein, et puis c'est l'esprit que nous devons conserver et faire souffler, c'est aussi la réinsertion. Et je retrouve là ce qui avait certainement été rappelé par notre ami Delarue, mais M. Le Cerf et moi, on en a souvent parlé. Là où il n'y a pas réinsertion, il y a échec de la peine, et par conséquent, c'est dès le départ, comme le veulent les recommandations du Conseil de l'Europe, qu'il faut, pour des parcours qui ne sont pas de 6 mois, de très courte peine, il faut aussitôt, dès le départ, commencer le projet de réinsertion. Ça, c'est une orientation capitale. Le Sénat apporterait ça à ce projet, cette exigence, mais traduite en mesure de réinsertion, de préparer la réinsertion, ce serait très important. Alors, en revanche, si là c'est la fonction de la peine, le sens de la peine, vous savez, quand j'avais écrit, il y a bien longtemps, la préface du
projet de nouveau code pénal, j'avais rappelé qu'il y a toujours dans une disposition qui est une disposition de droit pénal, d'une part, une pénalité, comme le texte l'indique, et d'autre part, fonction répressive, et puis une autre, un sens qui est celui de la valeur exprimée. Je disais, il y a la fonction expressive et la fonction répressive. Et la fonction expressive, c'est quelles valeurs se traduisent dans le code. Vous faites aujourd'hui autre chose. C'est essentiellement un texte de procédure pénale. Alors qu'il ait une valeur, ça j'en suis convaincu, expressive, oui, mais sa première fonction, c'est de clarifier, d'améliorer le système de mise en œuvre de la loi pénale. Qu'au niveau de la loi pénale, ensuite, on s'interroge sur l'utilité ou la signification de telle ou telle disposition, ça va de soi. Quand on a tellement œuvré sur le crime contre l'humanité, nous savions quel était le sens profond des dispositions qui nous permettaient de déroger au principe de la prescription. On le savait, que d'autres ont voulu trouver pour d'autres terrains, mais là, c'était clair. C'est ça que j'appelle véritablement le sens. Donc ici, c'est de la technique. J'ajoute simplement une remarque qui est certainement venue à l'esprit de beaucoup. Moi, ce qui m'a frappé pour l'avenir, c'est que cette loi restera, quand elle sera achevée, comme une sorte de consécration, plus que d'indication, du pouvoir croissant des magistrats de l'application des peines par rapport aux juges. Car si vous regardez de très près dans le détail les pouvoirs du juge de l'application des peines ici, ils sont croissants par rapport à celui qui juge, en de temps en temps, peu importe, coupable ou non coupable, quelle peine. Quelle peine, prononcée dans son cadre, est ensuite dans la main du juge de l'application des peines. Et là, vous assistez à ce transfert qui n'est pas nouveau, mais qui ici, vraiment très prégnant. Très prégnant. Il y a un transfert de pouvoir du magistrat qui juge de la culpabilité et prononce la peine, genre, à la mise en œuvre de cette peine, à sa modification, à son changement, à sa transformation, à sa réalité quotidienne, qui est considérable. Ça restera dans l'histoire de l'évolution de la sanction pénale. Alors, en ce qui concerne ce qu'a évoqué le président Hyest, je retrouve là avec les questions, je dirais, si importantes de toute loi procédure pénale, la préparation de la sortie, je l'ai évoqué, je sais que c'est une nécessité. Alors, ça pose plus généralement une question qui ici sera au cœur des interrogations. Les moyens. Les moyens. C'est toujours la même chose, les moyens. Alors, il y a une étude d'impact, j'ai vu, elle m'est apparue optimiste par rapport à ce qui apparaîtra bien vite comme exigence. Le nombre de juges prévus, le nombre de greffiers prévus, et surtout du côté des SPIP, ça me paraît une enveloppe qui ne suffira pas. Donc là, il faudra que le Sénat s'interroge. C'est une question qui n'est pas préjudicielle, mais qui conditionne certainement la suite de ce qui adviendra de ce texte, parce que combien on en a vu qui ont échoué faute de moyens. Alors, que dire d'autre? Ceci, qui répond à ce que vous avez évoqué, la question de la compréhension d'un texte de procédure pénale ou de droit pénal, quand il n'est pas le renforcement aisé et le menton dressé de la fermeté tous azimuts, qui est si commode comme posture, la question des victimes. Qu'est-ce qu'apporte le texte aux victimes? Vous aurez cette question. Bien entendu, il y est fait référence. Mais on vous dira, mais en dehors d'une mesure
que moi j'ai trouvée singulière. Vous y réfléchirez. Est-ce qu'il faut véritablement faire connaître à la victime le jour ou le moment où expire la peine qui a été prononcée? Je me suis interrogé. Réviviscence, quelquefois c'est des très nombreuses années après, réémergence de la souffrance, surcroît de risque que j'évoque, mais qui est plus théorique à mon sens, mais qui peut arriver, ceux qui n'ont pas fait leur deuil et qui cherchent vengeance. Quelle est vraiment l'utilité de cette disposition d'information? Je ne sais pas. Je redoute plus ces effets que je n'en vois le bénéfice moral pour la victime. Alors, vous y réfléchirez. Pour le reste, cher Président, j'ai vécu 8 ans de ma vie en confrontation télévisée à chaque fois qu'il était question de l'abolition de la peine de mort avec les parents de la victime. Et l'effet évident, émouvant, est irrésistible. Il n'y a rien de plus douloureux, mais de plus douloureux, et on le conçoit, que le visage de la victime. Ici, la victime, c'est son fils, sa fille, son mari, sa femme, l'être proche. À ce moment-là, tout ce que vous pouvez dire en ce qui concerne les fonctions évoquées, la réinsertion, c'est à cet instant, par rapport à une victime, communément insupportable. Et vous êtes vous-même, parce que vous le ressentez, parce que c'est chez nous une forme d'humanité, je dirais presque élémentaire, que de sentir cette douleur et de la partager. Ça n'empêche pas de poursuivre son action, là, dans le sens d'une meilleure justice. Mais ce déséquilibre, il est structurel à l'image. D'ailleurs, j'ai pour ma part une conviction, c'est que le développement récent et toujours intense du sentiment de vengeance prenant la place de l'exigence de justice, le constant recours pour faire passer des textes toujours plus répressifs aux victimes dont on doit, par ce moyen, soulager la douleur, tout cela n'est pas bon. N'est pas bon. Il faut une solidarité sans faille avec les victimes. Et il faut la plus grande humanité possible dans l'approche de la justice, au traitement, je dirais, concret, effectif des victimes. Combien j'en ai vu qui attendaient des heures dans le couloir d'instruction, en dépit de toutes les belles proclamations. Mais considérer la justice pénale comme un lieu de catharsis pour la souffrance ou le deuil de la victime, ou considérer, ce qui est pire encore, que la justice pénale est une des formes que l'État met à la disposition des victimes pour exercer ce que chacun comprend, c'est-à-dire une soif de vengeance à certains moments, ce n'est pas la peine de se leurrer, c'est l'être humain qui est ainsi, ça me paraît une grande erreur des dernières décennies. On en voit les raisons humaines, mais les conséquences, on les mesure aussi. Et à cet égard, le droit français, dans les dernières années, dernières décennies, pour réparer ce qui était une froideur, pas une indifférence juridique, il y avait des droits, mais une froideur de l'institution, n'a cessé d'aller toujours plus loin. Et on peut s'interroger à cet égard sur l'avenir de la justice pénale, ainsi, je n'ose pas le dire, mais je le pense, mise au service de la vengeance, vers d'une certaine manière le retour à un lointain passé. Voilà ce que je pouvais vous dire. Encore une fois, et je conclurai là-dessus, tellement ça me préoccupe, ne cédez pas, s'agissant du retour à 1 an en matière d'aménagement des peines. Ceci n'est pas concevable. Voilà. Ça, je tenais à le dire en finissant, parce que c'est dans le projet et que ça ne peut pas être maintenu.
Bien. Excuse-moi si Merci, Jean-Pierre Michel. J'aurais aimé que, s'il le peut, que Robert Badinter nous... Moi, je suis très choqué par la confusion qui existe entre le tribunal... Prenons le correctionnel, ne parlons pas de la cour d'assises. Entre le juge correctionnel et le JAP. Bon. Quelle est la légitimité du JAP? Est-ce qu'on ne doit pas arriver à un système où le juge correctionnel se prononcera uniquement sur la culpabilité, uniquement, et où ensuite le JAP se prononcera sur la peine? Parce qu'aujourd'hui, il y a une très grande confusion. Le juge correctionnel, quand il prononce un sursis mis à l'épreuve, il prononce les mesures. Bon. Simplement, le code de procédure pénale dit que ensuite, il est sous l'autorité du JAP, je ne sais pas quoi, pour contrôler que ces mesures sont effectives. Uniquement pour contrôler. Bon. Dans le cadre de la contrainte, qui va prononcer? À mon avis, c'est le tribunal. C'est le tribunal qui va dire ce que c'est que cette peine, qu'est-ce qu'il y met dedans. Et le JAP doit être là uniquement pour contrôler l'exécution, l'application. Voilà. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Mais bon. Ultime question. Je vais faire sans... Oui, c'est vrai, mais c'est bien. Sans retarder, je dirais aussi que moi, je suis très sensible à ce que dit Robert Badinter, et il n'est pas le seul à le dire, sur les moyens. Simplement, vu la journée d'hier notamment, c'est vrai que si on veut augmenter les moyens de la justice, c'est pas impossible, mais il faut un courage très grand par rapport à d'autres chapitres. Oui, mais les sous tombent pas. Hein. Bon, non, mais ça, bon, écoutez. Pour rester dans le cadre, je n'ose dire de l'enveloppe, il y a quand même des chiffres qui devraient rassurer à cet égard. Rien n'est plus cher que le coût de l'emprisonnement. Vraiment le rappeler. Je n'ai pas besoin aussi de souligner le retard dans l'aménagement, l'état des prisons. Mais si vous regardez la différence de coût entre le bracelet électronique et la journée de détention, vous avez immédiatement une différence saisissante au profit de quoi? D'une mesure qui tombe dans le cadre de l'approbation. Et vous pouvez redécliner l'ensemble des mesures. C'est toujours moins cher que ce que coûte la journée de détention. Quand on dit « Ah, il nous faut d'abord construire les prisons, ensuite on verra », mais c'est un raisonnement économique complètement erroné. Il n'y a rien de plus coûteux que l'accroissement et l'allongement de la détention. Je ne dis pas pour autant que c'est à cette aune qu'on doit peser le code pénal, mais quand on évoque l'argument financier, je dis l'enveloppe, le succès et l'humanité, tout commande qu'on aille vers plus de probation, moins d'incarcération. Mais de grâce, simplifier les choses. Voilà, vous avez donc pu suivre l'audition de Jean-Marie Delarue et de Robert Badinter dans le cadre de l'examen du projet de loi de réforme pénale. L'examen de ce projet de loi est prévu au Parlement au mois de juin. Tout de suite, la suite de nos programmes sur Public Sénat.